Donc je vais vous parler ce soir de la mission Mars 2020, qui inclut en fait le robot Perseverance, le rover Perseverance, et Ingenuity également, son petit hélicoptère robotique. Et j'ai intitulé ça Mars à travers l'objectif des caméras de Perseverance et Ingenuity parce que l'une de mes passions depuis plusieurs années, c'est de traiter les photos obtenues par les sondes spatiales, que ce soit des rovers martiens, mais également des sondes qui partent à l'exploration, en exploration ailleurs dans le système solaire, comme autour des astéroïdes. C'est d'ailleurs aujourd'hui le jour des astéroïdes, donc j'en profite voilà, pour le mentionner. Mais aujourd'hui, je vais vous parler spécifiquement de Mars. Alors, mon exposé va se faire en trois parties. Dans une première partie, je vais vous expliquer pourquoi partir sur Mars, quel est l'intérêt d'envoyer des missions sur Mars. Ensuite, je vous parlerai plus spécifiquement donc de la mission Mars 2020 et enfin, nous partirons dans une exploration photographique du site qu'explore actuellement Persévérance. Alors, Mars est la quatrième planète du système solaire, la dernière des planètes telluriques. Voilà, je vous ai montré ce schéma bien connu. Alors, les tailles sont respectées, comment dire, le rapport des tailles est respecté. Par contre, évidemment, le rapport des distances n'est pas respecté. Si on devait représenter à l'échelle de cette présentation les distances, eh bien, mon diaporama devrait être beaucoup trop large. Donc, j'ai regroupé toutes les planètes les unes à côté des autres. Et voilà, vous voyez Mars ici situé à côté de la Terre. Et si on zoome sur ces deux planètes et qu'on les rapproche virtuellement, on peut comparer ainsi la taille de la Terre et de Mars. Alors, ce qui frappe déjà dans l'aspect de ces deux planètes, c'est que la Terre est recouverte, eh bien, vous le savez, majoritairement d'eau. Hein, aux deux tiers de sa surface est recouverte d'eau. C'est pour ça qu'on l'appelle la planète bleue. Alors que Mars est une planète. Oh, pardon. C'est bon. Mars est une planète qui a une apparence beaucoup plus ocre. Alors, pas tout à fait rouge, hein, mais ça ressemble à, voilà, vu depuis la Terre dans le ciel, on a l'impression qu'elle est rouge et donc on l'a associée au dieu du sang dans l'Antiquité. Voilà une photo prise depuis la surface de Mars il y a quelques jours, il y a à peu près une semaine, par le robot Curiosity. Curiosity qui est sur un robot américain qui est sur Mars depuis 2012. Et vous voyez cette surface vraiment désertique qui fait vraiment penser à des déserts dans le Maroc, par exemple, ou dans des déserts américains. Donc ça ressemble à la Terre. L'atmosphère est voilà couleur beige qui laisse penser qu'il y a de la poussière dans l'atmosphère. C'est effectivement le cas. Maintenant, peut-on respirer cette atmosphère? Absolument pas. L'atmosphère est composée à 96% de gaz carbonique. Elle est extrêmement sèche, avec seulement 0,03% de vapeur d'eau en moyenne. La pression atmosphérique est extrêmement basse, 170 fois plus faible que sur Terre, avec pas mal de variations au cours des saisons. La température moyenne est de moins 67 degrés. Ça peut monter à 20 degrés à l'équateur, vraiment en été, quand il fait, pour les régions vraiment exposées au soleil. Mais ça peut descendre aussi à moins 130 degrés. Donc, et puis les variations entre le jour et la nuit sont très importantes. Quant à la chimie de la surface, les conditions sont très oxydantes. On a de nombreux oxydes de fer, peroxyde d'hydrogène, des perchlorates, donc des sels chlorés, et la surface est bombardée par les ultraviolets et les rayons cosmiques. Donc vraiment une surface très hostile. Alors à ce propos, des chercheurs écossais en 2017 ont reproduit en laboratoire l'environnement martien et ils y ont ajouté des bactéries, Bacillus subtilis. Donc ils les ont exposées aux UV dans un milieu contenant donc ces fameux sels de perchlorate, oxyde de fer et peroxyde d'hydrogène. Et en 30 secondes seulement, les bactéries étaient décimées, ce qui montre bien que la surface de Mars est totalement stérile, en tout cas dans nos connaissances actuelles. Mais Mars n'a pas toujours été un désert. Il y a 4 milliards d'années, nous avons les preuves géomorphologiques que de l'eau coulait en abondance sur Mars. On observe notamment des réseaux de vallées ramifiées, comme ici à gauche en noir et blanc Nirgal Vallis, et à droite un réseau beaucoup plus large, comme l'indique l'échelle, hein, Varego Valles. Vous avez ici l'échelle 150 km, Varego Valles. Donc des réseaux de vallées avec des débits comparables à la Loire et à la Seine, hein, quand même. Donc
c'est pas rien. Alors, ça indique qu'il pleuvait sur Mars. Il y avait également probablement. Alors, ça ne veut pas forcément dire que Mars était très chaud, voire tropical. On n'est pas encore, enfin, on ne sait pas encore les conditions climatiques exactes, mais il y aurait peut-être eu de la neige, en fait, en tout cas, avec écoulement d'eau sous une couche de neige, voilà, pour provoquer ces réseaux de rivières. Les conditions climatiques exactes de Mars dans le passé sont encore fortement débattues. On peut comparer ces réseaux de vallées, par exemple, à la vallée du Viorne en Aveyron, avec ses différents méandres, ses affluents, etc. On trouve également sur Mars des deltas. Alors, je vous indiquais tout en haut la frise chronologique martienne. En fait, la frise est basée sur trois époques. Le Noachien, la période la plus ancienne, qui part de la naissance de Mars, de la formation de Mars jusqu'à environ 3,7 milliards d'années. Ensuite, l'Hespérien et l'Amazonien. Ces trois périodes ont été nommées en fonction de trois régions martiennes qui sont caractéristiques de ces époques. Et on a daté les surfaces en fonction de la quantité de cratères, de la densité de cratères au kilomètre carré, par comparaison en fait à la densité de cratères qu'il y a sur la Lune, car vous le savez, sur la Lune, des échantillons ont été rapportés, datés par des méthodes radioactives, et ainsi on a pu dater les endroits explorés par les astronautes américains, de façon à établir une chronologie des surfaces planétaires, en fonction de la quantité de cratères à la surface. Donc, vous le voyez ici, deux types de delta. Dans Isthmius Cavus, on voit une rivière qui arrive, une vallée qui incise ici ce plateau et qui déverse un cône d'éjection. Ici également, un autre delta fossile, formé donc par l'accumulation de sédiments dans des lacs, dans des étendues d'eau. Je compare ici ces deltas à un delta beaucoup plus grand, le delta du Nil, qui a été photographié fin avril, le 29 avril, il me semble, par Thomas Pesquet. Et on a également des témoignages, des indices minéralogiques de la présence d'eau en grande quantité dans le passé, notamment dans Mors Vallis, qui est une région de Mars où il y a le plus grand nombre de traces en fait de minéraux qu'on appelle hydratés. Ces minéraux hydratés, c'est des minéraux en fait qui ont été altérés par l'eau ou formés en présence d'eau, notamment des argiles. L'argile, on l'utilise voilà au quotidien. Alors, par exemple, la smectite qu'on retrouve dans le médicament Smecta, l'argile également que vous trouvez au quotidien sous forme de boue, voilà, dans quand on se promène. Ces sédiments vont se former dans une eau liquide stable et neutre, avec un pH autour de 7. Les minéraux hydratés qui se formeraient avec des pH, par exemple, acides, vont plutôt former des sels de sulfate qu'on trouve également sur Mars. Le rover Curiosity, qui s'est posé donc sur Mars en 2012 dans le cratère Gale, a lui aussi observé des minéraux hydratés et on a observé en grande quantité. Alors je montre ici voilà une couche de sédiments lacustres qui mesure 40 cm, mais on en a observé sur des épaisseurs bien plus grandes, ce qui témoigne de la présence d'un lac pendant des dizaines de millions d'années. Donc, le cratère Gale devait probablement ressembler à ceci il y a 3,7 milliards d'années. Et d'ailleurs, un article récent indique la présence de minéraux, de certains argiles, en fait, qui indiquent justement que c'était probablement pas des épisodes espacés d'eau liquide, mais plutôt une eau liquide stable et durable dans le cratère Gale. Alors, on peut se poser donc la question, est-ce que la vie est apparue sur Mars, puisque les conditions semblaient requises? Pour cela, déjà, comparons Mars à la Terre. Alors, la vie sur Terre est apparue entre 4,5 et 3,5 milliards d'années. Seulement 1% de la surface de la Terre de cette époque est préservée. Voilà. La plupart de la surface terrestre a été renouvelée, notamment par la tectonique des plaques, et puis par l'érosion notamment due au vivant par la suite, hein, au volcanisme, à l'érosion éolienne, etc. Suite à l'émergence de la vie, il y a eu pendant très longtemps, pendant plusieurs millions, voire milliards d'années, une vie principalement unicellulaire,
Et puis ensuite, il y a 500 millions d'années, l'explosion des végétaux et des animaux. Alors, il faut savoir aussi que la vie est basée sur des molécules à base de carbone. On parle de molécules carbonées. Hein. Quand on parlera de molécules organiques, vous entendrez peut-être ce terme. Des molécules organiques, ce ne sont pas des molécules vivantes. Hein. C'est, disons, des molécules trouvées dans des êtres vivants. Mais ce sont les briques de base du vivant. Voilà. Donc, moi, je préfère le terme molécule carbonée qui indique, voilà, les constituants des molécules de nos cellules. Alors, comparons l'histoire de la Terre à l'histoire de Mars. On voit que sur Mars, c'est 50% de la surface la plus ancienne qui est conservée. Et cette surface la plus ancienne, c'est justement la surface où des étendues d'eau liquide étaient présentes, avec possiblement un océan d'eau liquide dans l'hémisphère nord. Ensuite, Mars a perdu son atmosphère, la température a nettement baissé, et les conditions sont devenues de plus en plus hostiles, avec l'eau qui s'est échappée à la fois dans l'atmosphère et dans le sous-sol, piégée dans le sous-sol sous forme de glace, et Mars est devenu désertique tel qu'on la connaît aujourd'hui. Seulement, Mars a préservé des terrains, donc 50% de sa surface, des terrains qui datent de l'époque où la vie est apparue sur Terre. Donc, si Mars et la Terre ont connu des conditions assez proches en termes d'habitabilité, avec de l'eau liquide durable, pourquoi la vie ne serait pas apparue sur Mars alors qu'elle est apparue sur Terre? C'est la question qu'on se pose. Donc, c'est pour ça qu'on souhaite voilà, explorer Mars vraiment de façon intense pour déterminer si la vie est apparue sur cette planète. Alors, où chercher d'éventuelles traces de vie passée? Eh bien, comme je vous l'ai indiqué, les anciens lacs martiens sont des régions où l'eau a perduré pendant plusieurs millions d'années, avec formation de deltas, de couches de sédiments importantes, qui ont permis justement éventuellement à des formes de vie d'apparaître. On ne le sait pas encore, mais c'est en tout cas les endroits qui sont les plus intéressants. Sur cette carte de Mars, vous avez les endroits où ont été détectés des minéraux hydratés, les fameuses argiles, mais également les sulfates, ces minéraux formés en présence d'une eau plutôt acide. Et on remarque qu'ils sont formés plutôt dans la partie sud de Mars, avec, vous voyez, par exemple ici, une forte concentration. Donc, c'est ici qu'on a envoyé Persévérance. Également dans Valles Marineris, ce sont plutôt des minéraux de type sulfate. Et Mors Vallis, par exemple, dont je vous parlais tout à l'heure, est situé ici. Dans l'hémisphère nord, par contre, beaucoup moins de détection de minéraux hydratés. Là où on en détecte, c'est plutôt là où il y a de gros cratères qui ont excavé en fait le sous-sol, enfin les couches de roches les plus anciennes, qui sont vraiment celles qui sont les plus profondes, et qui ont été en fait recouvertes ensuite par d'épaisses couches de lave dues à l'activité volcanique intense de Mars il y a 2 à 3 milliards d'années. Voilà. Et ce que vous avez en couleur, en fait, c'est la densité des réseaux de vallées dont je vous parlais tout à l'heure, les fameuses vallées ramifiées. Les points noirs, enfin, indiquent les anciens lacs, donc les endroits qui seraient intéressants à étudier. Alors, lorsqu'on va envoyer une mission sur Mars, eh bien, il y a pas mal de contraintes techniques, notamment le fait que lorsque on ralentit dans l'atmosphère de Mars, il faut suffisamment d'atmosphère pour nous ralentir. Atterrir sur Mars n'est pas simple. L'atmosphère de Mars n'est pas assez épaisse pour qu'on puisse ralentir simplement avec un grand parachute. On doit déjà utiliser l'atmosphère pour se ralentir à l'aide d'un bouclier thermique qui va fortement freiner le vaisseau, puis un grand parachute pour continuer de ralentir, et enfin des rétrofusées pour finir voilà, cette décélération. Et donc les ingénieurs, quand ils cherchent enfin les scientifiques et ingénieurs, quand ils cherchent un endroit où se poser sur Mars, vont privilégier les terrains à basse altitude, et notamment voilà alors les hauts plateaux cratérisés, c'est pas forcément l'idéal, mais à l'interface entre les basses plaines de l'hémisphère nord et les hauts plateaux de l'hémisphère sud, eh bien on a des endroits qui sont intéressants. Et justement, le site d'atterrissage de Persévérance, c'est le cratère G0. Donc ce cratère G0 fait 50 km de diamètre. Il est plus petit que le cratère Gale qui est exploré actuellement par Curiosity. Il est situé, comme je vous le disais, au niveau de la dichotomie martienne, donc à l'endroit, à la frontière entre les hauts plateaux cratérisés de l'hémisphère sud et les basses plaines de l'hémisphère nord. Cette image que vous avez en couleur en bas, c'est une image
En fausse couleur, je dirais en tout cas, les couleurs indiquent l'altitude, la topographie. Lorsque vous avez des zones qui sont plutôt bleues, ce sont des zones en creux, en fait, profondes, comme ici le bassin d'impact de Hellas. Et les zones en rouge sont des zones à haute altitude. Et l'étoile blanche indique le site d'atterrissage de Persévérance, le cratère G0. Ici, vous avez une photo à droite, une photo qui a été prise par la sonde européenne Mars Express à l'aide d'instruments HRSC, combinée avec une autre photo prise par une sonde américaine. Alors, ce qu'on peut identifier déjà, rien qu'en observant la photo, ce sont des vallées. Voilà, vous avez une vallée ici qui vient inciser un plateau et qui vient former un delta. Il y a un autre delta un peu plus subtil qui est situé ici, formé par l'arrivée donc de l'eau de sédiments par cette vallée, et enfin une troisième vallée qui est située ici. Alors c'est plus facile à identifier quand on passe avec une carte d'altitude, une carte topographique. Donc encore une fois, le code couleur est le même. Hein. En rouge, les régions d'altitude élevée, en bleu, les régions d'altitude faible. Vous avez donc le delta ici, des vallées en amont, et puis des vallées à plus basse altitude qui sont des vallées, la vallée aval en fait, par là où est sortie l'eau. Donc que s'est-il passé? Eh bien, de l'eau est arrivée d'un réseau hydrographique, hein, d'un bassin versant, arrivée dans le cratère G0. L'eau s'est accumulée pendant plusieurs millions d'années, et puis à un moment, le rempart du cratère a cédé et l'eau s'est échappée du cratère et a formé cette vallée. Puis on a éventuellement eu des épisodes de remplissage et vidange de ce lac. Voilà, donc les flèches indiquent le sens de l'eau. Zoomons sur la zone particulièrement intéressante de ce cratère, donc son delta principal, avec la vallée qui a été dénommée Neretva, et ici, ce delta. Alors ce delta, en perspective, voilà à quoi il ressemble. Donc une très belle photo simulée. C'est pas une photo qui a été obtenue par la mission Mars 2020, mais une photo simulée où on voit la vallée Neretva, voilà, qui serpente ici et qui vient charrier ses sédiments et les déposer sous forme de ce delta. Et là, la partie que vous voyez ici est une zone du delta le delta en fait a été érodé au cours des âges et ici c'est un reste du delta, une partie détachée, un résidu, je pourrais dire, du delta. Alors ce delta, on peut le comparer à des structures terrestres, notamment par exemple ce cône de dépôt fluvio-lacustre en Alaska. Les arbres ici, la forêt vous donne l'échelle qui vient déposer ces sédiments voilà, dans un fleuve. Le cratère G0, il y a 3,7 milliards d'années, devait donc ressembler à ceci, avec le delta formé sous le lac. Et voici une autre image simulée du delta, donc avec la vallée Neretva, le delta qui serait ici, et puis la vallée en aval. Alors, ce site est particulièrement intéressant au niveau minéralogique. Depuis l'orbite, on dispose d'instruments qui font notamment de la télédétection hyperspectrale. Alors, ce terme un peu compliqué signifie en fait qu'on va détecter à distance la lumière qui est réfléchie par les roches. Les roches sont éclairées par le soleil, la surface est éclairée par le soleil, et suivant la composition des roches, la lumière qui va être réfléchie ne va pas forcément être la même. Vous pouvez avoir des roches qui sont plutôt sombres, des roches qui sont plutôt claires, de composition ou de surface, de rugosité de surface différentes. En tout cas, toutes ces informations sur la lumière réfléchie par les roches nous donnent des indices quant à leur composition. Ici, la surface de Mars a été analysée avec des caméras, notamment à bord d'une sonde américaine MRO, et on a pu identifier que le delta contient des argiles et également des carbonates. Les argiles sont indiquées par les couleurs plutôt violettes. Également des carbonates qui ont été déposés ici, de l'olivine et de la silicine râtée. Alors ces argiles, en fait, et ces carbonates, ce sont des produits de l'altération des roches qui étaient déposées auparavant. Donc, par exemple, vous pouvez avoir de l'olivine et des pyroxènes qui ont été altérés par de l'eau pour donner ces argiles. Les carbonates, quant à eux, ont inclus le gaz carbonique de l'atmosphère qui est entré dans leur composition.
alors je suis pas géologue, hein, mais j'ai compris d'après ce que j'ai pu lire qu'il y a eu voilà des processus chimiques qui ont entraîné la précipitation de ces minéraux. Et la silicineratée qui est également très intéressante à étudier. Alors, les argiles et les carbonates sont particulièrement intéressants dans la recherche de la vie parce que ils permettent en fait la préservation des molécules organiques. Les argiles parmi les argiles, il y a notamment les phyllosilicates. Phyllosilicates, le terme phyllo en fait signifie feuille. La racine de phyllo, enfin, signifie feuille, et en fait, ces argiles, ces phyllosilicates sont en feuillet. Et la disposition en feuillet permet de la conservation de ces fameuses molécules organiques qui pourraient être des indices de l'apparition de formes de vie passée. Un autre indice qui pourrait être une autre signature d'une forme de vie passée serait des micro-organismes fossiles, comme par exemple les stromatolites, ces structures qui sont constituées par des bactéries qui les construisent petit à petit. Donc c'est ce genre de signature que Persévérance va rechercher. Alors justement, passons à la mission Persévérance, à la mission Mars 2020. Persévérance est le rover de la mission Mars 2020. Et je vous indique ici la stratégie d'exploration martienne. Alors, en 2004, les deux rovers jumeaux Spirit et Opportunity sont arrivés sur Mars. Elles ont été précédées en fait dans les années 2000 de la mission Pathfinder avec Sojourner, le tout premier rover à avoir roulé sur Mars. Et la stratégie de la NASA a été justement donc de suivre l'eau. D'abord de suivre l'eau, d'essayer de repérer où quels effets l'eau, enfin, comment dire, de repérer les endroits où l'eau a coulé et quels minéraux se sont formés en présence d'eau pour essayer de comprendre l'histoire passée des régions où l'eau a coulé. Donc première étape, suivre la trace de l'eau. Deuxième étape, avec le robot Curiosity de la mission Mars Science Laboratory, évaluer l'habitabilité passée de Mars. C'est-à-dire non plus chercher uniquement la présence passée de l'eau, mais également quelles étaient les conditions géochimiques qui entouraient cette eau, je pourrais dire. Quelles étaient les molécules présentes, les molécules organiques éventuellement présentes au contact de cette eau, par exemple, pendant combien de temps est-ce que cette eau est restée présente, etc., etc. Quels étaient les niveaux d'oxydation des roches également en présence de cette eau. Donc, c'est ce qui constitue l'habitabilité. Et l'étape suivante, en fait, est de rechercher des signes de vie, donc de savoir si la présence de ces molécules organiques a pu donner lieu à l'apparition de la vie sur Mars. Alors, Persévérance n'a pas forcément tous les outils pour déterminer si de la vie est apparue, à moins de tomber sur une structure évidente de stromatolite, mais là encore, ça nécessiterait énormément de discussions et d'analyse. L'important, surtout, la mission principale de Persévérance, en fait, est de collecter des échantillons en vue d'un retour sur Terre dans une dizaine d'années. C'est sa mission principale. Alors voilà Persévérance. Donc vous voyez que c'est un sacré rover. Et voilà, les personnes à côté en blouse blanche, les lapins blancs comme on dit, vous donnent l'échelle. Donc un sacré engin technique, une merveille de technologie. Un gros rover, hein, 3 mètres de long, 2,2 mètres de haut, quand on estime la hauteur depuis la base de ses roues jusqu'au sommet de sa tête. 1 tonne 25, donc plus lourd qu'une voiture, qu'une berline moyenne, je dirais. Et attention à cette image ici, c'est une image simulée du rover Persévérance, non pas une photo qui a été prise sur Mars, c'est une image simulée. Alors une autre façon d'estimer sa taille, c'est de prendre une roue et de la poser à côté de soi, comme ici l'un des scientifiques de la mission vous le montre. Et puis moi aussi j'ai pris la pose, alors non pas devant Persévérance lui-même, mais une de ses copies, le modèle en fait extrêmement bien reproduit qui est à la Cité de l'Espace à Toulouse, que j'ai eu la chance de visiter il y a 2 semaines. Voilà, je vous invite vraiment vivement à visiter ce musée de l'espace si vous ne l'avez pas fait. Vous avez également Ingenuity qui est situé à côté, qui a été reproduit. Et l'année prochaine, a priori, ils vont construire un terrain martien pour pouvoir faire rouler Persévérance. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant de le voir bouger, animer son bras, tourner sa tourelle, etc.
Alors, quels sont les objectifs de la mission Mars 2020? Je vous ai expliqué que son objectif principal était de collecter des échantillons. Alors, les objectifs euh, sont les suivants. D'abord, explorer un environnement susceptible d'avoir accueilli la vie et déterminer l'habitabilité passée de la zone explorée. Chercher des matériaux qui ont pu préserver des signatures biologiques et des indices potentiels de la vie, comme voilà, des stromatolites, mais il peut y en avoir d'autres. Ensuite, du point de vue des échantillons, caractériser le contexte géologique des sites de prélèvement d'échantillons et collecter des échantillons qui seraient représentatifs de la diversité de la région explorée. L'idée n'est pas que de collecter des argiles, mais également du matériau volcanique, du matériau, comment dire, ça peut être également prélever des échantillons de poussière ou de sol qui seront rencontrés par le rover, hein, puisque là, l'intérêt vraiment, c'est qu'on va pouvoir analyser en laboratoire avec des instruments extrêmement précis du matériau martien. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait, à l'exception des météorites martiennes qu'on a pu retrouver sur Terre. Et là, on aura vraiment du matériau qui sera intact. Et enfin, préparer les futures missions habitées, avec notamment, je vous montrerai des échantillons de tissus utilisés dans les combinaisons des astronautes pour les mettre en conditions martiennes et voir comment elles se dégradent au cours du temps sous l'effet de l'environnement martien. Et puis, il y a également les démonstrateurs technologiques que sont Ingenuity, le petit hélicoptère, et MOXIE, un instrument qui convertit le gaz carbonique en dioxygène en vue justement de préparer les futures missions habitées. Donc, pas mal d'objectifs pour le robot, pour le rover Perseverance, mais qui sont vraiment focalisés sur ce retour d'échantillons, enfin, en tout cas, sur cette collecte d'échantillons. Pour mener à bien sa mission, Perseverance est doté de 7 instruments scientifiques. Alors, au bout de son bras, vous avez Sherlock, qui est un spectromètre ultraviolet, doté également de Watson, une caméra. Alors, on retrouve un petit jeu de mots autour de Sherlock Holmes et de Watson. Pixel, qui est un spectromètre X, qui va servir à déterminer la structure cristallographique des roches. Vous avez MEDA, une station météorologique. Supercam, l'instrument franco-américain qui contient un laser micro-imageur, dont je vais vous en parler un peu plus en détail après. Les caméras Mastcam Z qui permettent de zoomer sur la zone, enfin en tout cas sur le paysage, pour pouvoir caractériser la géomorphologie des environs et d'aller analyser les prochaines cibles. RIMFAX, qui est un radar qui analyse le sous-sol. Alors, des données ont été collectées, mais d'après ce que j'ai entendu, pour l'instant, on n'est pas encore sûr des mesures qui ont été faites. C'est-à-dire, voilà, l'interprétation qui en est faite est encore incertaine. Mais bon, on attend les premiers articles qui seront publiés. Emoxy, qui est le démonstrateur technologique produisant de l'oxygène à partir du CO2 martien. Cette mission est fortement internationale, avec Supercam qui a, au niveau de donc la partie tête de Supercam est la contribution française. Une contribution américaine est située dans le corps en fait de Persévérance. Les caméras Mastcam, vous voyez, elles sont américaines, contribution espagnole pour les stations météo, un réflecteur laser italien, etc., etc. Il y aurait quand même une forte contribution américaine sur le rover. Alors, voilà Supercam, donc ce bijou de technologie français, qui est le couteau suisse de Persévérance, puisqu'il est capable d'opérer de très nombreuses mesures et de répondre à un grand nombre de problématiques, de caractériser vraiment le terrain qu'il va analyser, les cibles sur lesquelles il va tirer. C'est le successeur de ChemCam, qui équipe Curiosity actuellement sur Mars. Alors, Supercam, en fait, est capable de tirer au laser sur les roches martiennes avec 2 types de lasers contre un seul qui sur Curiosity. Le laser tire sur sa cible. Il va tirer donc en mode, on va dire, un laser de façon saccadée. Chaque pulse d'énergie va vaporiser la roche. Et lorsque la roche est vaporisée, elle émet de la lumière. Cette lumière est analysée à distance. La lumière est collectée par les capteurs qui sont au sein de Supercam pour être analysée à distance. Donc, analyser, la lumière est conduite à travers des fibres optiques jusqu'à dans le corps de Persévérance, puis décomposée à l'aide de spectromètres
et la lumière ensuite va être enregistrée pour ces différentes radiations colorées, ce qui nous donne ce qu'on appelle un spectre d'émission. Et suivant la lumière qui est émise par la roche à différentes longueurs d'onde, donc à différentes couleurs, on peut identifier la présence de différents éléments chimiques. Par exemple, dans la roche qui a ce spectre, nous pouvons identifier du sodium, du potassium, de l'hydrogène, du carbone, de l'aluminium, du magnésium, etc., etc. Alors, Supercam dispose de 3 outils supplémentaires par rapport à ChemCam, notamment un spectromètre Raman, un appareil qui permet de faire des mesures de réflectance visible dans le proche infrarouge. La réflectance, c'est l'analyse de la lumière réfléchie par les roches. C'est un peu l'équivalent de la photo satellite que je vous montrais tout à l'heure avec les carbonates et les argiles détectés au niveau du delta. Il dispose également donc d'une caméra qui permet un télescope, pour être plus précis, qui va zoomer sur les cibles visées par le laser et fournir des photos couleurs. Je reviendrai sur cet instrument un peu plus tard. Voilà les différentes fonctionnalités de Supercam. Alors, Supercam est capable donc de faire de la chimie, d'identifier les éléments chimiques présents dans les roches avec le laser rouge, qu'on appelle la technique du LIPS, celle que je vous ai détaillée juste avant. Elle est capable de déterminer la structure minérale des roches avec la technique de réflectance dans le visible et dans le proche infrarouge, donc c'est-à-dire d'identifier comment les atomes et les éléments chimiques identifiés sont agencés sous forme de cristaux. Grâce à la spectroscopie Raman, à la fluorescence Raman, Supercam est capable d'identifier les molécules, et notamment les molécules organiques qui seraient présentes dans les roches. Les photographies permettent d'identifier la texture et de caractériser la morphologie des roches. Et enfin, grande nouveauté, Supercam est doté d'un microphone qui enregistre les sons à la surface de Mars. Voilà les objectifs scientifiques de Supercam, caractériser à la fois l'habitabilité du site et chercher des traces de vie passée. Tout cela en support de la collecte d'échantillons pour déterminer quels sont les échantillons les plus pertinents à collecter et pour caractériser leur contexte géologique. Alors, puisque l'objectif est de collecter des carottes, autant en collecter le maximum, jusqu'à 43 carottes peuvent être prélevées. Alors, la mission est décomposée en une mission nominale, une première phase, et puis ensuite une extension de mission qui peut se renouveler. Donc, il y aura d'abord, je crois, une douzaine de carottes qui seront collectées pendant la partie nominale, et puis des carottes supplémentaires par la suite. Alors, vous avez ici une animation, j'espère que ça passe bien chez vous. On voit le déploiement du bras robotique et la foreuse qui vient collecter des échantillons. Ensuite, la tête de foreuse vient se mettre en face de ce qu'on appelle le carrousel, vient s'y insérer, et elle vient mettre le matériau dans un porte-échantillon, dans un tube en fait, neuf. Et ici, vous avez une sorte de deuxième robot qui vient prendre le tube et l'insérer dans le dispositif de recueil d'échantillons, de stockage d'échantillons plutôt. Donc en fait, on a finalement le carrousel qui est lui-même une sorte de petit robot, ce système de manutention des échantillons qui est un autre robot. Tout cela est extrêmement complexe. Sachant que le bras lui-même fait 2 mètres de long, plus de 2 mètres de long, et la tourelle qui est au bout du bras fait 45 kg. Et à l'intérieur même du système de stockage d'échantillons, vous avez une caméra pour photographier les échantillons et les caractériser. Hop. Je vais poursuivre s'il veut bien. Voilà. Donc, alors, juste ce transparent, c'est pour voir des images pour ceux qui n'auraient pas forcément bien vu la vidéo, si jamais elle était saccadée.
Donc là, on a le moment où la tête de foreuse vient prélever des échantillons. Vous avez une photo en bas de la fameuse foreuse, hein, un peu comme si on allait, voilà, c'est un peu la foreuse qu'on utiliserait le dimanche, mais en version beaucoup plus perfectionnée et plus coûteuse, évidemment. Ici, l'entrée du carrousel, hein, par lequel les échantillons sont déposés, sont insérés. Et la petite porte à gauche, hein, c'est ce qui permet de fermer le carrousel pour éviter toute contamination hein, lorsqu'il n'est pas utilisé. Et enfin, la zone où les échantillons sont stockés, caractérisés, stockés. Et voici un tube dans lequel les échantillons sont déposés pour être stockés de façon hermétique. Alors, ici, c'est donc le trajet qui va être suivi par Persévérance pendant sa mission nominale, enfin la mission, sa première partie de mission. Donc 17, voilà, c'est 17 échantillons qui seront collectés, d'après ce qui est prévu. Donc d'abord, l'idée serait de longer le delta. Alors, il s'est pas posé là, mais un peu plus à l'est. Et il va remonter le long du delta, escalader, je dirais, le delta, hein, même si les pentes sont pas si fortes que ça, et prélever des échantillons. Voilà, ce sont les points bleus à différents endroits pour échantillonner la diversité minéralogique de cette région. Et il fera des dépôts à différents endroits. Voilà, vous avez un dépôt ici, par exemple, où les échantillons seront déposés, les différents échantillons seront déposés. Alors voilà les différents tubes et ce qu'ils devraient contenir. Donc de l'argile venant du delta, par exemple, une partie plutôt rocheuse du delta, une partie plutôt argileuse, une partie typique du plancher du cratère, et puis de l'acide hydraté également, et puis une partie vide pour avoir un tube témoin en fait euh, qui permettrait d'avoir une comparaison avec un tube qui ne contient rien. Ça, c'est important pour les scientifiques. Alors, Persévérance est la première étape du retour d'échantillons martiens. Il s'est donc posé, enfin, je vais parler justement de son atterrissage juste après, mais il s'est posé en 2021. Il va prélever des échantillons, les déposer au niveau des fameux sites de dépôt. Puis, en 2028, le Sample Fetch Return qui est un petit rover, va venir collecter ces carottes pour les déposer dans un atterrisseur qui aura pour mission d'expédier en orbite dans une fusée les échantillons. Et ces échantillons vont rejoindre un satellite européen, enfin une sonde européenne, qui aura pour mission de les rapporter sur Terre en 2031. Vous voyez que c'est toute une succession d'étapes qui doivent toutes réussir pour permettre le retour de ces échantillons si précieux pour les scientifiques. Alors passons maintenant aux caméras, puisque voilà, je vous ai promis une exploration photographique du cratère G0. Persévérance est doté de pas moins de 18 caméras à son bord, plus des caméras qui sont situées dans le vaisseau, le véhicule de rentrée, hein, et puis le Skycrane. En tout cas, à bord du rover, c'est 18 caméras. Alors des caméras à la fois scientifiques, comme la Mastcam, enfin les Mastcam, et des caméras d'ingénierie, comme les Navcam, les Hascam. Je détaillerai un peu plus précisément ces caméras par la suite. Donc commençons par les Mastcam avec une comparaison entre la tête de Curiosity et la tête de Perseverance. Vous voyez que ces deux rovers ont quand même un visage assez proche, hein. D'ailleurs ça ressemble un petit peu à Wall-E. Mais si on regarde bien en détail leurs yeux, ils sont pas tout à fait pareils. Ici, vous voyez, il y a un œil, on dirait qu'il est un peu plus fermé que celui-ci, alors que là, les deux yeux ont la même ouverture. Ces deux yeux que je vous montre, ce sont les Mastcam, en fait, ce sont les caméras Mastcam. Ici, celle-ci, on l'appelle la Mastcam 100, et ici, la Mastcam 34. Tandis que pour Persévérance, les deux caméras sont identiques, et on les appelle Mastcam Z. Alors, les deux Mastcam de Curiosity, en fait, voilà leur allure lorsqu'elles sont démontées, avec un couteau suisse à côté qui vous donne l'échelle. Le chiffre qui est indiqué à la fin de leur nom correspond à la focale, en fait. Alors, pour ceux qui font un peu de photographie, voilà, vous savez qu'une focale de 100 mm correspond à un zoom plus important qu'une focale de 34 mm. Et un champ de vue également qui sera plus étroit.
Donc, en fait, avec Curiosity, nous avons à disposition deux zooms différents. Sur Persévérance, il y a deux caméras, mais cette fois avec une focale variable. Une focale qui peut aller de 26 mm à 110 mm. Avec, en fait, il y a différents modes en fait d'utilisation et différentes focales qui peuvent être utilisées. Le capteur fait 1600 x 1200 pixels, donc déjà ça donne des images avec une très belle définition. Et d'ailleurs, pourquoi deux caméras? Parce que l'idée en fait est de faire des vues stéréoscopiques, donc de reproduire la vision humaine, afin d'avoir une vision 3D du terrain. Voilà, une photo avec l'œil gauche, une photo avec l'œil droit, avec la caméra gauche, avec la caméra droite. Et ainsi, on peut estimer la parallaxe entre les roches et plutôt entre les deux champs de vision et obtenir une carte 3D de la surface. Passons maintenant aux caméras dites d'ingénierie, qu'on appelle les iCam en anglais. Donc, vous avez les navcam. Alors, nav, ça veut dire navigation, navigation caméra. Ici, la caméra de navigation gauche et la caméra de navigation droite. Et puis, en bas, vous avez les hascam. Alors, has, ça veut dire hazard. Et hazard, en anglais, c'est obstacle. Donc, en fait, c'est les caméras qui vont détecter les obstacles. Donc, on en a 4 à l'avant, avec 2 qui sont utilisés au quotidien. Et à l'arrière, également 2 caméras. Voilà, la cam gauche, la cam droite. Ce qu'on voit ici qui sort du rover, c'est son générateur nucléaire. Persévérance comme Curiosity n'ont pas de panneau solaire, ils fonctionnent sur une pile nucléaire qui les alimente à la fois donc qui chauffe pour supporter les basses températures de Mars et qui les alimente en énergie. Alors il y a quand même des ailettes en fait pour évacuer le surplus de chaleur. Ça permet de résister pendant pas mal d'années sur Mars. Vous voyez, Curiosity, ça fait déjà 9 ans qu'il est sur Mars. Et bon, évidemment, le matériau radioactif se désintègre petit à petit, mais il y a encore de l'énergie pour pas mal d'années. Passons aux caméras. Enfin, voilà, je vais vous détailler un peu plus ces caméras de navigation et caméras de détection des obstacles. Alors, ce sont des objectifs fisheye, on peut le voir en fait au niveau des objectifs, c'est un petit peu comme les GoPro, où vous avez vraiment des objectifs très larges, enfin en tout cas avec un très bombé plutôt, qui offre un très grand angle. Le champ de vue est de 120 degrés en diagonale pour les caméras de navigation et monte jusqu'à 172 degrés en diagonale pour les Hascam. C'est un peu comme les caméras. Alors pour ceux qui connaissent le projet, le réseau Fripon qui détecte les météores, là aussi on a des caméras fisheye qui détectent toute la voûte céleste. Et les focales 19 mm et 49 mm, voilà, pour ces deux types de caméras. Les capteurs sont très très grands, 5120 x 3840 pixels. En pratique, c'est généralement une petite partie du capteur qui est utilisée pour envoyer les photos, enfin pour acquérir les photos. Une grande amélioration par rapport au rover Curiosity, c'est que ces caméras d'ingénierie nous fournissent des images en couleur. Alors, vous avez ici à gauche une photo prise par la caméra de détection des obstacles de Curiosity, photo qui a été prise hier ou aujourd'hui. Je suis allé la chercher aujourd'hui, enfin juste tout à l'heure sur le site qui répertorie les photos prises au quotidien par Curiosity. Donc, vous avez le paysage exploré par Curiosity en ce moment est vraiment magnifique. Vous avez de très belles buttes extrêmement bien découpées avec de très fines couches que va analyser Curiosity. Vous voyez que l'horizon est courbé. Alors c'est pas, alors Mars est ronde, Mars est sphérique comme la Terre. Mais là, c'est pas la spéricité de Mars qu'on détecte, c'est simplement que le champ de vue est extrêmement large. Et donc, du coup, on va avoir un horizon courbé comme dans les caméras que vous avez, par exemple, à l'arrière des voitures. Quand vous reculez et que vous avez la caméra qui se met en route sur l'écran, caméra de recul, et bien c'est pareil. Si vous regardez, vous verrez que l'arrière-plan est arrondi. Et puis à droite, vous avez une photo prise en laboratoire, enfin, en tout cas pendant les tests de persévérance sur Terre, où on voit aussi que l'arrière-plan est arrondi. Et puis cette fois, c'est en couleur. Voilà, donc on n'a plus besoin de coloriser les images si on le souhaite. Même chose pour les caméras de navigation. Donc une photo prise par la caméra de navigation de Curiosity il y a à peu près une semaine, et une prise par la caméra de navigation de Persévérance en laboratoire.
Et ici, ce que vous avez, ce cadre ici avec tous les petits points blancs, ce sont c'est une cible en fait de calibration de la caméra. Alors, une autre amélioration, enfin une autre différence en tout cas entre les caméras de navigation Curiosity et de Perseverance, c'est le champ de vue. Il est beaucoup plus grand sur les navcams de Perseverance. Et grâce à ce champ de vue beaucoup plus grand, on a seulement besoin de 5 images pour couvrir 360 degrés, pour faire tout le tour du rover, enfin, couvrir tout le terrain qui entoure le rover, contre 12 images pour Curiosity pour faire tout le tour. Et je vous montrerai des photos, notamment du ciel martien, photographiées par les caméras de navigation de Perseverance, chose qui a été, en tout cas à ma connaissance, très peu fait par Curiosity, voire jamais pour la voûte céleste dans son intégralité. RMI, Remote Micro Imager, c'est la caméra de Supercam, une autre des caméras de Perseverance. C'est elle qui a le meilleur zoom sur le rover. Elle est destinée à zoomer donc, sur les cibles de Supercam et elle zoome également sur les terrains éloignés pour pouvoir caractériser les futures cibles de Perseverance et puis également caractériser le terrain à distance. Alors, les photos sont noir et blanc sur la version qui équipe ChemCam sur Curiosity. Et maintenant, les photos sont en couleur sur Supercam. Et vous avez ici l'équipe qui a, je crois, conçu RMI. Alors, voici une photo donc prise par la caméra RMI d'un petit échantillon, une petite roche, avec, vous voyez, un nodule ici qui fait 8 mm. Et la photo est prise à 7 mètres, pour vous donner une idée de la résolution et du zoom permis par cette caméra. Voici une anatomie du véhicule de rentrée, donc découpé dans voilà, il est une version éclatée à droite. Donc vous avez le véhicule de croisière avec des panneaux solaires en fait sur la partie supérieure qui alimentent en énergie le véhicule pendant le trajet Terre-Mars. Le bouclier arrière qui contient le parachute, le fameux Skycrine, la grue du ciel, avec ses rétrofusées qui ralentiront Perseverance pendant l'atterrissage, dans la vidéo que vous trouverez après, le rover Perseverance en version repliée et le bouclier thermique. Et là aussi, sur ces éléments du véhicule de rentrée, nous avons des caméras, 7 caméras qui ont filmé l'atterrissage et un microphone, mais qui n'a pas été activé par peur de créer des interférences avec d'autres instruments. Alors, le décollage a eu lieu le 30 juillet 2020. Et sur l'animation ci-contre, vous voyez la Terre en vert, la Terre en bleu, Mars en vert et Mars 2020 en violet. Voilà, qui un peu à la manière d'un cycliste qui quitterait la zone centrale d'un vélodrome, de la piste d'un vélodrome et qui remonterait sur le bord, eh bien, va rejoindre, voilà, peu à peu la planète Mars. Et on voit que sa vitesse diminue, en fait, au fur et à mesure qu'il s'éloigne. Plus on s'éloigne du Soleil, et plus la vitesse diminue, jusqu'à atteindre Mars. Alors voilà une vidéo de simulation d'atterrissage de Mars, qui commence par l'entrée dans l'atmosphère avec une forte élévation de la chaleur sur le bouclier, puis le déploiement du parachute, destiné à ralentir le véhicule de rentrée, largage du bouclier thermique et séparation du Skycrine avec le bouclier arrière. Les rétrofusées s'allument, ralentissent encore Perseverance, et vous avez le déploiement sous les câbles de Perseverance qui se détache du Skycrine et le Skycrine va s'écraser plus loin. Alors, ces étapes en fait ont duré en réalité 7 minutes. Ici, tout cela est condensé dans cette vidéo. Donc 7 minutes extrêmement stressantes que j'avais animées le soir du 18 février dans mon lycée. Hein. Malheureusement, j'étais tout seul puisque à cause du confinement, l'amphithéâtre ne pouvait pas être occupé par les élèves, donc je me sentais un peu seul, mais bon. C'est comme ça, pour le prochaine arrivée d'une sonde sur Mars, je ne serai pas tout seul. Alors, l'atterrissage de Persévérance sur Mars a été l'occasion pour moi de créer des activités pédagogiques pour mes élèves, notamment en haut à gauche, un exercice sur le transfert thermique à travers le bouclier de Persévérance. L'idée, en fait, c'était de déterminer, de vérifier, en fait, que le bouclier thermique permettait bien de maintenir une température d'environ 10 degrés à l'intérieur du véhicule, voilà, grâce aux lois qui sont étudiées par les élèves
au cours de l'année. Et la deuxième activité, c'est un projet numérique, un projet d'informatique en fait, autour de la programmation orientée objet. Les élèves ont créé un jeu vidéo qui simule l'atterrissage de Persévérance. Voilà, l'idée est de piloter avec les touches du clavier du pavé numérique les rétrofusées pour permettre à Persévérance de se poser dans cette zone d'atterrissage. Vous voyez ici mes élèves en train de coder. Et le but, voilà, c'est de toucher la surface avec un atterrissage réussi. Alors, lors de l'entrée dans l'atmosphère, Persévérance a été photographiée par un satellite en orbite autour de Mars, le satellite MRO américain, Mars Reconnaissance Orbiter. Donc, il y a une caméra extrêmement précise, qui a un zoom très puissant, la caméra HiRISE, qui a réussi à immortaliser l'entrée dans l'atmosphère de mars 2020. Voilà, donc le véhicule de rentrée est ici, sous son parachute, photographié ici. Et puis là, vous avez l'endroit où a atterri Persévérance. Alors, passons maintenant à la vidéo que vous avez sûrement vue sur Internet, donc celle qui a été diffusée quelques jours après l'atterrissage, et qui vous montre les vidéos filmées par les caméras embarquées. Alors là, c'est vraiment, je pense, une révolution en termes d'image, de suivi de cette arrivée, de cet atterrissage, parce qu'on dispose vraiment de vidéos haute résolution. Alors, vous avez dû entendre parler de ce fameux parachute, et avec l'information codée dans le parachute, Dare Mighty Things, qui est la devise du JPL, le laboratoire qui a conçu Persévérance et qui veut dire oser des choses grandioses. Alors là, on a vu la séparation du bouclier thermique, filmé depuis le rover Persévérance. Et là, vous voyez des cratères martiens, la surface martienne, filmée depuis une caméra qui est située sous Persévérance. Voilà. Donc, le robot se balance doucement sous le parachute et descend tranquillement. On commence à voir ici des structures. Et là, vous voyez le delta qui va apparaître en haut de l'image. Voilà. C'est la bordure du delta du cratère Giselle. Le robot va se poser, il me semble, par ici. Là. Donc, il continue de descendre, de ralentir dans l'atmosphère doucement. Et au bout d'un moment, en fait, Persévérance va donc se détacher de son bouclier arrière, va descendre sous le Skycrane, et le Skycrane utilise un système de vision assistée qui compare les photos du terrain avec des cartes préenregistrées de façon à s'auto-guider. Voilà. Là, on voit que Persévérance s'est détaché, donc le bouclier arrière s'est détaché, et Persévérance descend sous les rétrofusées, donc propulsé grâce à ces rétrofusées à l'hydrazine. On voit de très belles dunes, et il se dirige vers le site d'atterrissage qui a été préalablement déterminé par l'intelligence artificielle à bord du rover. On se rapproche petit à petit de la surface, vous voyez un magnifique terrain avec des petites dunes un peu partout. Et là, on va voir la poussière qui se fait soulever par les rétrofusées. C'est comme si on y était. Voilà, on voit la poussière qui se fait souffler. Et là, on bascule sur deux caméras qui n'équipaient pas Curiosity, qui équipent Persévérance. Une caméra à bord du Skycrane. Donc, c'est la caméra qui filme Persévérance en bas et la caméra à bord de Persévérance qui filme vers le haut. On voit le cordon ombilical, je dirais, qui transmet, en fait, qui alimente le Skycrane en électricité. C'est Persévérance qui alimente le Skycrane. Voilà, il y a beaucoup de poussière qui est soulevée, des cailloux qui sont soulevés, et le Skycrane qui se détache et qui va s'écraser plus loin. Alors, je me laisse pas de regarder cette vidéo, fantastique. Et la joie des ingénieurs. Voilà. Alors, si jamais la vidéo n'est pas forcément bien passée, je vais revenir sur quelques photos. Alors déjà, cette photo prise par la caméra du Lander Vision System, justement la fameuse caméra qui photographiait le ciel à intervalles de temps très court, de façon à pouvoir comparer les photos de la surface avec des cartes enregistrées pour identifier
une zone d'atterrissage la plus sûre possible. Eh bien, ces photos, lorsqu'elles sont arrivées sur Terre, ont été traitées par des amateurs, hein, des passionnés de traitement d'images, hein, qui, un peu comme je suis, voilà, et qui ont colorisé, enfin, ont redressé les photos, les ont colorisées de façon à nous donner cette vue fantastique du cratère G0 depuis, alors je ne sais quelle altitude, j'ai plus l'altitude en tête, mais voilà. On voit encore le bouclier thermique qui a été largué quelques secondes avant. Et puis des photos, pour moi, historiques de l'atterrissage, le moment où la poussière a été soulevée par les rétrofusées du Skycrane, le Skycrane et le rover qui se filment ici mutuellement, et le moment où le Skycrane se détache et va s'écraser plus loin. Ça fait vraiment penser à la science-fiction qui serait, voilà, qui serait devenue réelle. Voilà le site d'atterrissage vu depuis l'espace, indiqué par la petite étoile jaune. Alors, il s'appelle le site Octavia Butler, en fait, du nom d'une auteure de science-fiction américaine. Et vous avez ici les différents éléments, comment dire, le bouclier thermique, le bouclier arrière et le parachute, le Skycrane qui se sont écrasés donc, enfin, tout autour, et puis Persévérance ici avec deux petits ronds blancs qui matérialisent l'endroit où la poussière a été soufflée, qui a dégagé les roches un peu plus claires en dessous. Passons à la dernière partie. Je vois qu'il est déjà, fait déjà 55 minutes que je parle. Maintenant, ce seront principalement des photos que je vais vous montrer, prises par Persévérance à la surface de Mars. Le tout premier jour où Persévérance est arrivé, donc le 18 février, il a photographié sa roue avant droite. Donc là, c'est le genre de photo assez classique. Quand un robot se pose sur Mars, il prend en photo la surface pour vérifier que tout va bien, qu'il n'a pas atterri sur un gros caillou qui pourrait l'empêcher, qui pourrait l'endommager, qui pourrait l'avoir endommagé ou empêcher son futur déplacement. Donc là, avec une de ses caméras de détection d'obstacles, il a photographié une roue. Alors, je vous avais promis des photos couleurs, elle n'est pas en couleur. En fait, cette photo est prise à travers ce qu'on appelle une matrice de Bayer. C'est quelque chose qui équipe nos caméras, hein, d'ailleurs, nos caméras commerciales sur les smartphones ou autres. C'est un réseau de pixels, en fait, bleu, vert et rouge. Et ces filtres bleu, vert et rouge vont laisser passer eh bien la lumière bleue, la lumière verte, la lumière rouge, de façon à recomposer ensuite une image en couleur. Et donc l'idée, c'est, on dit que l'image est bayerisée, et on va la débayeriser grâce à un processus informatique. Et lorsqu'on applique ce processus, on obtient voilà cette image. Alors l'image a une teinte un peu verdâtre qu'on peut corriger, hein, parce que voilà, à force de voir des photos de Mars, je commence à connaître un peu la teinte du sol, et une fois corrigée, on aurait cette couleur, qui n'est pas forcément encore la couleur exacte, il faudrait la calibrer à partir des cibles de calibration. Mais en tout cas, c'est ce qu'on avait de mieux pour au moment où la photo a été prise. Ensuite, le 20 février, donc 2 jours plus tard, d'autres photos ont été prises. Encore une fois, des photos noir et blanc. Cette fois, elles ont été publiées telles qu'elles ont été prises à travers les fameux pixels rouges, verts et bleus. Et lorsqu'on les recompose, ces 3 photos, on peut obtenir l'image couleur. Voilà la photo couleur. Alors, on voit l'horizon qui est arrondi, comme je vous l'avais indiqué tout à l'heure. Au loin, on voit le delta. Et puis, les montagnes qui dépassent, c'est le rempart du cratère G0. Et juste devant, quelques roches, voilà, des roches de différentes tailles, des petits cailloux, de la poussière, des petites dunes. Voilà. Alors, on peut redresser l'horizon, ça je le fais sur un logiciel de traitement d'image. Et puis après, ce que j'aime bien aussi, c'est compléter le ciel de façon à rendre l'aspect qu'on aurait si on regardait le paysage martien depuis le niveau de la caméra Hascam. D'autres photos ici prises, alors non, pardon, ça c'était simplement pour vous résumer le processus. Donc on part de ces 3 photos noir et blanc pour obtenir cette photo couleur. Une autre photo prise le même jour par la caméra de navigation droite. Donc les 3 photos noir et blanc prises par les filtres, à travers les filtres rouge, vert, bleu sont ici à gauche. Et après rectification de l'horizon, mise en couleur, on obtient cette magnifique photo de Persévérance. On voit le pont, alors on voit qu'il y a des petits cailloux qui sont tombés sur le pont, qui ont été soufflés par les rétrofusées. On voit la cible de calibration de couleur ici, les cibles de calibration de Supercam ici, le générateur nucléaire, ça c'est l'antenne UHF, une autre antenne, voilà. Et le delta au fond, ici.
Le 3 février, c'est le tour autour de la caméra Mastcam, de l'une des caméras Mastcam de faire des photos du panorama. Alors, c'est 142 photos qui ont été acquises. Et donc, je suis allé récupérer ces photos. Je les ai mises dans un logiciel de fabrication de panorama, d'assemblage de panorama, qui va chercher les points de correspondance entre chaque photo, un peu à la manière d'un puzzle, en fait, pour recomposer l'intégralité de ce panorama. Alors, on voit que les temps d'exposition ne sont pas les mêmes d'une photo à l'autre. Certaines photos sont plus claires que d'autres. Donc, ça crée des inhomogénéités, mais le logiciel est capable de corriger ça avec un petit peu d'aide, et on obtient, voilà, ce panorama du paysage martien du site d'atterrissage. Et donc, voilà le panorama pour lequel j'ai complété un peu le ciel. Ce qu'on voit ici, là, une zone un peu plus blanche, c'est la zone où les rétrofusées ont soufflé la poussière pour révéler des couches de roches et le sol, en fait, un peu plus clair en dessous. Le rover. Et voilà, de l'autre côté, là, on peut voir que les zones comment dire, claires sont de part et d'autre du rover, puisqu'il y avait des rétrofusées de part et d'autre du Skycrane. On peut également projeter cette image en vue un peu, comme on appelle ça un peu la vue du petit prince sur sa planète, Little Planet, comme on dit, qui donne la perspective de ce panorama. Et puis, si on zoome ici sur le rover, on voit une petite iconographie très sympathique qui est en fait une représentation des différents robots qui sont allés sur Mars. Sojourner, le premier, puis Spirit Opportunity, Curiosity, Perseverance et enfin Ingenuity. Alors, ce panorama, je l'ai exporté sur un site internet qui permet de faire de la réalité virtuelle, en fait, c'est-à-dire de parcourir le panorama comme si on y était, à l'aide de son smartphone. En inclinant le smartphone, par exemple, on peut regarder à gauche, à droite. On peut aussi insérer son smartphone dans des lunettes pour pouvoir visualiser tout le paysage autour de nous. Voilà, là j'ai zoomé sur le rover. Des rochers ont été photographiés dès les premiers jours, hein, des rochers très intéressants, parce que les géologues se sont précipités justement sur les photos pour essayer de comprendre l'histoire géologique passée du site d'atterrissage. Alors, on voit des roches avec des vacuoles. Est-ce que c'est de la pierre ponce? Ça ressemble fortement à des roches volcaniques, comme de la pierre ponce, ce qui indiquerait que ce ne serait pas des roches sédimentaires, du coup, ce qui serait un peu dommage, puisqu'on cherche plutôt des roches sédimentaires. Ça pourrait aussi être du calcaire, mais d'après les indications qu'on m'a fournies, a priori, ce serait pas du calcaire d'après les analyses obtenues jusqu'à présent. Des roches aussi aux formes originales, comme ici, on dirait un petit peu un peu un animal qui sortirait d'une dune martienne. Et puis, vous voyez les couleurs qui sont plutôt grises comparées à l'ocre de la poussière martienne. Et ces plaques de roches qui ont été révélées, découvertes par les rétrofusées qui ont soufflé la poussière. Des paysages magnifiques également à l'horizon, photographiés grâce au zoom maximal, avec les abords du rempart du cratère G0, la colline Kodiak, qui est un reste du delta, qui s'est séparé du delta suite à l'érosion. On y voit de très belles couches sédimentaires. Voilà. Un autre morceau du delta ici. Le bord le rempart du cratère G0 avec de très belles dunes également là qui tapissent ses flancs. Et puis le delta au premier plan, hein. Et des buttes qui voilà, qui parsèment le paysage et ces champs de roches. Suite à ces premières photos du site d'atterrissage, Persévérance a vérifié ces différents systèmes, hein, notamment son bras robotique et la caméra qui l'équipe, la caméra Watson. C'est une photo qui a été faite le 8 mars. Donc c'est en fait la photo d'une caméra par d'autres caméras. Cette photo-là a été prise par la caméra Navcam et ici par la caméra Mastcam. On voit des LED qui sont allumés, qui permettent d'éclairer le sol de nuit. Et ici, en fait, c'est un cache qui protège la caméra Watson des poussières qui ont été soufflées pendant l'atterrissage et qui peuvent également se déposer au cours des journées martiennes, puisqu'il y a beaucoup de poussière en fait dans l'atmosphère de Mars. Le bras robotique a lui-même été photographié le 9 mars. On voit
que l'éclairage est assez rasant. On voit ici l'ombre de Persévérance avec sa tête, l'instrument MEDA et puis son bras levé. Ici, ce sont les cibres de calibration de Watson et Sherlock, avec ici une tranche de météorite martienne. Ici, la première géocache sur Mars, qui indique l'adresse en fait de Sherlock Holmes à Londres. Et ici, les 4 tissus utilisés dans les combinaisons des astronautes destinés à justement évaluer l'impact de l'environnement martien sur les combinaisons futures des astronautes. Si on regarde de plus près l'une des cibles, on voit l'image de Sherlock Holmes avec un labyrinthe que je me suis amusé à résoudre. Ici, c'est l'entrée du carrousel. Je trouve vraiment cette photo très belle parce que c'est un très bel instrument de technologie avec cet éclairage martien. Vraiment, ouais, voilà, on a une très belle ombre qu'un bel instrument de technologie. Et c'est par là que rentreront les échantillons. Au sol 22, donc au 22e jour de la mission, une plaque a été libérée sous le châssis. Alors c'est normal, hein, pas d'inquiétude, c'est pas un morceau de Persévérance qui s'est détaché par erreur. En fait, cette plaque protégeait le système de stockage des échantillons lors de l'atterrissage. Cette photo a été faite par la caméra qui est au bout du bras, qui a été inclinée et le bras en fait s'est déployé et a photographié par en dessous Persévérance. Et ce que vous voyez ici, les petits ronds là, ce sont les caméras les ASCAM. Ah non, pardon, les ASCAM sont juste au-dessus. Les ASCAM sont au-dessus. Ça, c'est les casques qui protégeaient les ASCAM. Alors voilà une autre photo prise sur Mars. À gauche, c'est une photo prise sur Mars des différents sites de stockage des tubes d'échantillons. Et à droite, la photo du même système prise sur Terre. Du 35e jour au 39e jour martien de la mission, c'est Ingenuity qui a été déployé, donc le petit hélicoptère transporté par Persévérance. Vous voyez ici une animation qui montre le déploiement de l'hélicoptère. Et j'en profite pour signaler un traitement d'image que je fais également sur les photos, c'est de supprimer les poussières qui sont déposées sur les capteurs. En fait, à l'intérieur de Watson, il y a pas mal de poussières qui sont déposées sur le capteur. On les voit ici sur le zoom, hein, ça fait des petites taches. Alors, une grosse ici, plein de petites taches un peu partout sur le capteur. Alors, pour les supprimer des photos, parce que c'est pas très esthétique, j'ai créé un masque sur un logiciel de traitement d'image et puis ensuite j'applique des traitements pour les supprimer. Donc, si on fait une comparaison avant, après, on voit que les petites taches ont disparu. Voilà Ingenuity photographié par la caméra Mastcam. Hein. Ici, Persévérance a reculé et a photographié Ingenuity au sol 45, puis a réalisé un autoportrait avec son compagnon robotique. Il a également fait une photo, voilà, où il le regarde. Donc, on peut faire une petite animation comme ça, où où Persévérance regarde son petit robot. Voilà. Alors, on peut se demander comment est fait ce selfie, parce que cet autoportrait, il n'y a pas de photographe hein, avec Persévérance, il est tout seul. En fait, il a déployé son bras robotique et a acquis, je crois, c'est 70 photos pour réaliser cet autoportrait. Et l'assemblage des différentes photos permet de réaliser, voilà, cet autoportrait. On arrive en fait à cacher le bras qui maintient l'appareil photo. Ingenuity, parlons-en un petit peu. Je vais vous montrer les photos qu'il a acquises. C'est donc un démonstrateur technologique destiné à montrer qu'on peut voler dans l'atmosphère de Mars. Sa masse est seulement de 1,8 kg et comme la gravité sur Mars est un tiers de celle de la Terre, c'est comme s'il n'avait qu'une masse de 680 grammes sur Terre finalement. Le diamètre de ses pales est de 1,20 m et ses pales tournent à 2400 tours par minute, hein, beaucoup plus qu'un hélicoptère sur Terre, de façon à pouvoir décoller dans l'atmosphère de Mars. On voit ici la rotation de ces pales, voilà, lors des premiers tests. Et ici, on voit des petits crochets qui maintenaient les pales pour éviter qu'ils ne bougent à l'intérieur du véhicule lors de l'atterrissage notamment. Et ici, c'est le modèle de la Cité de l'Espace. J'ai posé un stylo à côté pour donner l'échelle. Alors, le premier vol a eu lieu le 19 avril 2021. Voilà, donc on va voir la rotation des pales. Et Ingenuity va s'arracher du sol, donc une première historique. Il est monté à quelques mètres de hauteur, 3 mètres de haut si je me souviens bien. Il a fait une rotation sur lui-même, pris quelques photos,
puis il s'est posé en douceur. Voilà. Alors, son site de décollage a été baptisé le site des frères Wright, du nom des frères du nom des personnes qui ont réalisé le premier vol aux États-Unis. Alors, deux caméras sur Ingenuity, la caméra nav pour navigation, une caméra noir et blanc, et une caméra RTE, Return to Earth, qui fait des photos couleurs avec un objectif pointant à 22 degrés sous l'horizon. Voilà les deux caméras vues par-dessous, la caméra à couleur et la caméra de navigation, ici, là. Et vous avez la caméra de navigation vue également ici sur cette photo prise par la caméra Watson. Voilà l'une des photos prises par la caméra de navigation. On voit l'ombre d'Ingenuity ici, les traces de roue de Perseverance, et ici l'un des pieds de Ingenuity et l'autre pied en bas. Alors ça, c'est une photo que j'ai colorisée, hein. Les photos sont noir et blanc. Je l'ai redressée et colorisée. Une autre photo, cette fois prise par la caméra RTE. On voit l'ombre d'Ingenuity en bas, l'un des pieds de Ingenuity, et puis les traces de roue laissées par Perseverance. Alors c'est amusant parce que quand Perseverance effectue des tours, lorsqu'il prend un virage, il ne va pas faire de virage, fluide, on pourrait dire. Il va systématiquement s'arrêter, légèrement tourner avec ses roues et repartir. Il va faire ici des angles droits ou ici des segments de droite, mais jamais des courbes. Et on peut également, à l'aide de ces photos, réaliser des panoramas, comme ici ce panorama qui montre tout le cheminement réalisé par Perseverance à la surface de Mars. Alors, ce sont des photos historiques, hein, des photos prises depuis le ciel martien, on n'avait encore jamais fait ça. Et sur cette photo, alors, la photo on s'attendait pas à ça, mais Perseverance a été photographiée par Ingenuity. Vous le voyez ici, le rover Perseverance photographié de loin. Au cours du 5e vol, il y a également eu un invité, c'est un Dust Devil, un tourbillon de poussière qui s'est baladé en arrière-plan. Alors la vidéo est accélérée x4, hein, normalement il se déplace un peu moins vite, et vous allez voir Ingenuity qui arrive juste au moment où le Dust Devil s'en va. Voilà, hop, Ingenuity fait son entrée. Et au moment où il arrive là, un autre Dust Devil va apparaître, et il est un peu plus subtil, il est juste ici, voilà, juste ici, il se déplace. Une autre photo prise lors du 6e vol où une anomalie de trajectoire était enregistrée. En fait, Ingenuity a un peu perdu le contrôle à cause d'un problème d'horodatage des photos. Et heureusement, tout s'est bien terminé, il s'est posé sans problème, mais il s'est incliné trop fortement et du coup, il a fait une photo où on voit le ciel. Et cette photo est particulièrement esthétique, je trouve. Alors, je l'ai redressée, j'ai un peu agrandi le ciel et on voit vraiment de très belles dunes, le reste ici du delta, le rempart du cratère au loin, et puis un petit pied qui dépasse. Passons maintenant à la caméra RMI, donc la caméra de Supercam, qui a fait des photos donc à distance de Ingenuity, le 13 mai, photo extrêmement nette. RMI a également photographié la cible de calibration couleur de Mastcam. Vous voyez ici hein, tous les détails. Et également les affleurements qui sont au loin. Alors j'en profite pour indiquer également un autre type de traitement d'image que j'effectue, c'est la correction du vignettage. Le vignettage, c'est lorsque les pourtours d'une image sont plus sombres que son centre, et donc on les corrige pour avoir une image beaucoup plus homogène. Voilà. Ce qui permet d'avoir ce genre de mosaïque, où on voit les différentes couches de roches stratifiées ici aussi, voilà, avec des angles un peu différents qui varient. Alors, je suis pas géologue, mais on m'a dit que c'était un site extrêmement intéressant. Et ici, on voit le bord du delta. Alors, mis dans son contexte, voilà où ça se situe, c'est au niveau de la partie nord-ouest du delta. Kodiak a également été photographié, évidemment. On voit ici des couches selon un angle très différent de celles-ci qui sont horizontales. Kodiak qui va, je crois, être exploré dans le futur par Perseverance. Alors, la Navcam est capable donc de photographier le ciel en une seule photo et ça permet de faire des panoramas, de très beaux panoramas avec le ciel. Alors, notamment vu sous cette forme, on voit le soleil photographié à midi, le 8 mai. Et pour moi, je crois que c'est la première photo où on a l'intégralité du ciel photographié en
quasiment d'une seule fois, en une seule prise sur Mars. De nombreux tourbillons de poussière ont été photographiés par Persévérance. Ici, vous avez une photo prise par la caméra de navigation à 1h50 de l'après-midi. On a deux très beaux Dust Devil au lointain, hein, sur les bords du rempart. Ici, un autre pris par la caméra Mastcam, un peu plus diffus, hein, mais il est relativement proche. Enfin, il est à, je dirais, 2 km du robot, à 12h40. Et là, maintenant, un lever de soleil sur le cratère G0, photo prise par la caméra Mastcam à 6h50 seulement. Donc, on est vraiment très tôt, hein. Vous voyez, les ombres sont très allongées. Ça découpe très bien les reliefs et ça donne vraiment une très belle esthétique à cette image. On voit au lointain le rempart du cratère, voilà. Alors, si vous regardez bien, on voit ici la coque qui protégeait Ingenuity et là, la plaque qui protégeait le système de stockage des échantillons. Et enfin, pour terminer sur ces photos et sur cette présentation, un coucher de soleil sur la vallée Neretva. Donc, la vallée est située ici. Vous avez ici pris à contre-jour la colline Kodiak et le delta. Et là, le halo solaire, alors il est extrêmement étendu de façon un peu démesurée parce que le temps de pause a été comment dire, allongé pour pouvoir capturer les détails de la surface. Normalement, le halo, je pense que si on y était, on le verrait moins étendu. Et ça fournit quand même une image très, très esthétique. Alors, où est située Persévérance? Nous sommes au sol 127, donc au 127e jour de la mission. Il a parcouru quasiment 1 kilomètre. Ici, vous avez le site où Ingenuity a fait ses premiers vols. Et donc, Persévérance se déplace, voilà, petit à petit, au bord d'une région qui s'appelle Seita. Ingenuity, lui, a effectué son 8e vol il y a quelques jours. Et en fait, il est passé maintenant dans la partie de sa mission plus, on va dire, scientifique, même si ça reste un démonstrateur technologique. Disons qu'il prend un peu d'avance à chaque fois sur Persévérance pour explorer le site, un peu comme voilà, comment on dit, le mot m'échappe. Voilà, disons que il va accompagner Persévérance au cours de ses missions jusqu'à ce qu'il n'en soit plus capable. Et d'ailleurs, la région de Seita, c'est celle qui a été photographiée par Ingenuity lorsqu'il a eu sa petite anomalie de vol. On voit toute cette région de dune. Alors, Persévérance, dans le futur, va longer cette zone et va y pénétrer par ici pour aller analyser le site. Et il va d'ailleurs, normalement, dans les prochaines semaines, effectuer son premier prélèvement d'échantillons. Voilà, j'espère que ces photos vous auront plu. Pour les retrouver, plusieurs façons. Vous pouvez aller sur ma galerie d'images sur le site de Flickr en tapant simplement Flickr Thomas Appéré sur Google. Vous pouvez me suivre sur Twitter où je poste régulièrement mes photos. Et enfin, mes photos peuvent être commandées sur une galerie en partenariat avec Ciel Espace et l'Association française d'astronomie sur le site Galerie Astro. Voilà, je vous remercie pour votre attention.